Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour car c'est le début de la saison 2025. Enfin, les formules de promotion reviennent et on commence de façon exceptionnelle cette nouvelle année avec Homero qui nous fait son 14e mois de Prime. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à tous les abonnés, merci beaucoup à tous les followers. C'est pas le premier live de l'année. C'est pas le premier live de l'année parce que vous n'êtes pas sans savoir, enfin peut-être que vous êtes sans savoir, et dans ce cas, allez voir la chaîne de rediffusion Percy F1 sur YouTube. On a déjà invité un pilote. La semaine dernière, il s'agissait de Enzo Dellini. C'était la première fois qu'on l'invitait sur cette chaîne. J'espère pas la dernière, puisque si c'est pas la dernière, ça voudrait dire qu'il aura progressé dans sa carrière. Donc évidemment, si on a invité Enzo Dellini la semaine dernière, c'est parce que sa saison commençait bientôt. Et d'ailleurs, c'est pas le seul pilote dont la saison commence bientôt, c'est aussi le début de saison d'Evan Gilter, aussi le début de saison de Théophile Nael. Bref, voilà, on y est, c'est bon, c'est le week-end où les formules de promotion reviennent. C'est la formule régionale Moyen-Orient qui redémarre. Donc évidemment, vous connaissez la maison, on a préparé le petit PowerPoint. On va pas que parler de formule régionale Moyen-Orient, même si évidemment, c'est un peu l'attraction du week-end. Il y a des Français, il y a des pilotes faisant partie d'académies, notamment d'académie McLaren. Il y a des pilotes de l'académie Red Bull aussi. Voilà, il y a une grille assez sympa. On va en reparler de la grille. C'est peut-être quand même un petit peu sur le déclin comparé aux années précédentes. Et aussi, on va un peu parler, avant de commencer tout ça, de l'actualité de la semaine, l'actualité brûlante, notamment au niveau des réservistes en Formule 1, notamment Alpine qui a 3 réservistes. On va essayer de décortiquer un peu ça. Et aussi, on va parler de Arvin Lindblad qui pourrait bientôt être en Formule 1 très 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 rapidement s'il continue ses performances en Océanie. Ça flop au final les séries du Moyen-Orient. C'est-à-dire, ça flop, puisque c'est vrai que j'attendais beaucoup mieux. Enfin, alors on reverra, on repassera sur l'entry list, sur la liste des participants de la Formule régionale Moyen-Orient et de la F4 Emirati. Ça flop un peu, c'est vrai. Notamment la F4 Emirati, c'est extrêmement laborieux. Alors je dis pas ça parce qu'il n'y a pas de pilote français, mais déjà le fait qu'il n'y ait pas de pilote français en F4 Emirati, ça fait qu'on va beaucoup moins parler de ce championnat, forcément. Mais même en dehors de ce prisme franco-français, voilà, t'enlèves Préma, il reste pas grand chose quoi. Et même Préma, il y a peu de pilotes qui sont particulièrement séduisants quoi. Donc allez, on va commencer sans plus attendre. Donc on va aborder la Formule régionale Moyen-Orient dans un second temps. Tout d'abord, on va commencer avec ce qu'il se passe en Formule 1. Prema versus RS en F4, ouais, c'est la possibilité, c'est mon espoir. Normalement, Prema semble avoir plusieurs longueurs d'avance, mais RS, ils ont 2 pilotes extrêmement bons. Pourquoi pas, hein. Et merci à Lucas 1093 pour son 8e mois de sub. Merci beaucoup à toi. Bon, on va pas spécialement parler de Gasly ou d'Adjar pendant ce live, mais on va quand même parler un petit peu d'Alpine. On va un petit peu parler d'Alpine et de ses réservistes. Car Alpine a non pas un, non pas deux, mais 3 pilotes réservistes cette année, alors en tout cas pour le début d'année. Merci bonsoir à Arc Drop Dead, donc c'est la première fois dans le chat, j'espère pas la dernière évidemment, comme je le dis à chaque fois. On a donc 3 pilotes réservistes, on a Paul Aron qui avait été nommé fin novembre, ça paraissait, c'était déjà une décision un petit peu surprenante, puisque Paul Aron, on rappelle son parcours. Paul Aron, c'est un pilote de 20 ans qui a été viré tout simplement de l'académie Mercedes pour faire la voie libre à Andrea Kimi Antonelli. Donc Paul Aron a été viré. Il a eu une très bonne saison de Formule 2. Il a été 3e dans une high-tech. Est-ce qu'il pouvait être capable de mieux? Il y a quand même eu quelques petits soucis de son côté. Donc au final, il fait 3e, c'est très bien, c'est l'un des meilleurs rookies, mais bon, voilà, je pense, sa saison n'a pas été parfaite, mais il y a eu de très belles choses. Donc en soi, le fait qu'il devienne réserviste d'une équipe de F1, pourquoi pas. Le souci, évidemment, vous le connaissez, c'est que Alpine a déjà une académie et que Alpine a donc juste craché tout simplement à la figure de Victor Martin, son espoir principal. Donc Paul Aron, faisons abstraction de Victor Martins, puisque malheureusement Victor Martins n'est pas vraiment dans cette
dans cette lutte, dans cette discussion, Victor Martins n'est pas réserviste Alpine. Alpine a 3 réservistes, Victor Martins n'est même pas un des 3, c'est exceptionnel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de réservistes dans une seule équipe de F1. Ouais, la dernière fois, c'est peut-être Renault avec Flavio Briatore. Je pense que Flavio Briatore, pour certaines raisons, peut-être qui m'échappent un peu, mais il aime avoir beaucoup de réservistes, avoir du choix de sponsors aussi, puisque ça veut dire aussi beaucoup de soutien. Alors pour Aaron, il y a un petit peu de soutien, mais c'est plus, on va dire, Oliver Hawks qui a placé son pilote. Oliver Hawks, c'est un chef, l'ancien chef d'Hightech, qui a placé son pilote Hightech. Voilà. Il a placé Colapinto, puisque, bon, bah, Colapinto réserviste, car critères sportifs, évidemment, avec tout ce qu'il a montré sur les 9 Grands Prix qu'il a fait, et aussi soutien financier exceptionnel. Il va même shipper des sponsors à Sergio Pérez. Hein, de ce qui est sorti aujourd'hui, a priori, les sponsors mexicains de Pérez vont soutenir le pilote d'Amérique latine, au sens large du terme, Franco Colapinto. Et donc, on a Ryo Hirakawa qui a été placé là par Toyota. Waouh! Toyota, ils sont partout en F1 sans être là non plus, puisque officiellement ils ne sont pas motoristes, ils ne sont pas vraiment impliqués officiellement en F1, ils ne sont pas partenaires titres, mais voilà, ils placent leurs pions depuis un an, 2 ans, depuis 2 ans maintenant. On voit que petit à petit, il y a Hirakawa qui fait quelques tests par là, il y a Miyata qui place en Europe alors qu'il a déjà 25 ans, qu'il est déjà assez vieux pour l'Europe. Et voilà, petit à petit, Toyota a mis des pilotes, puis ensuite Toyota a fait un partenariat technique avec Haas. Et là, désormais, il y a un nouveau partenariat avec Hightech slash Alpine pour le développement des jeunes pilotes. Euh, Pérez va tellement tout se faire voler. Ah, clairement, j'aurais été Pérez, j'aurais vu l'annonce comme quoi les sponsors partent avec Colapinto. Enfin, accompagne Colapinto, je serais pas spécialement rassuré. Pour moi, de toute façon, Pérez, s'il revient, c'est 2026 Cadillac ou rien, ou on le reverra pas en F1. Toyota s'en mêle un peu les pinceaux, j'ai l'impression qu'ils font un peu n'importe quoi dès qu'ils voient une ouverture. Bah ouais, surtout que, en plus, l'argumentaire de Toyota pour avoir mis Ryo Hirakawa chez Alpine, c'était dans le sens où, ouais, mais comme ça, Ryo Hirakawa, il pourra faire des tests avec des anciennes voitures, il pourra être mieux préparé, il pourra avoir une séance d'essai libre 1 au Japon, etc. Et voilà, l'argument principal, c'était que il pourrait faire des tests avec des anciennes voitures. Chose que Haas n'avait jamais fait, puisque Haas n'avait pas le budget pour se permettre des tests privés. Chose que, mais donc en soi, l'argument aurait pu se tenir, sauf que bah quelques jours après, on a cette annonce. Cette semaine, Haas a tenu son premier test avec des anciennes voitures, avec les voitures de 2023, donc des tests privés avec les titulaires Oli Berman, Esteban Ocon et donc Ritomo Miyata, qui est le deuxième pilote de Toyota. Donc pourquoi avoir mis Hirakawa chez Alpine? Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je mise sur une arrivée de Toyota en 2030 en F1. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais le souci, il rachète qui du coup? C'est quoi le projet? Est-ce que, enfin, Toyota, à moins que le projet soit de faire une Red Bull et de racheter 2 équipes de F1, enfin, je sais pas, là, ils sont à la fois avec As, à la fois avec Alpine, mais Alpine, on sait que Hightech a l'air d'être en processus de rachat, mais est-ce que Hightech peut racheter l'équipe, peut racheter Alpine, qui reste quand même un constructeur encore pendant quelques temps? Est-ce que Hightech peut avoir les arguments au niveau de vis-à-vis de la FOM? Hightech n'apporte pas grand-chose. C'est un peu comme à l'époque d'Andretti. Euh, Andretti a été refusé de la F1 sous prétexte que le nom Andretti apportait pas grand chose, alors qu'Andretti est quand même un nom mythique du sport automobile et il a fallu que Cadillac, un constructeur, arrive dans la danse pour vraiment faire bouger les choses. Donc peut-être que Hightech ne peut pas racheter Alpine toute seule, donc peut-être que voilà, l'arrivée de Toyota peut aller dans ce sens-là. Mais dans ce cas, pourquoi il y a un partenariat technique avec Haas qui sont en plus, enfin, Alpine et Haas ont été 2 équipes rivales cette année, hein, ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'au dernier Grand Prix, avec la bataille Gasly-Hülkenberg notamment, aussi pour la 10e place au championnat. Euh,
je comprends pas. Je sais pas. En tout cas, ça montre qu'ils veulent s'impliquer en F1, mais on a l'impression que les projets sont flous et ils veulent former leurs pilotes. Ils envoient leurs pilotes en Europe. Il y a aussi un autre pilote dont on parlera un peu plus tard, Jin Nakamura, qui est envoyé en Europe, en FRECA. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Toyota envoie ses pilotes en Europe, veut les former à la F1, et après, voilà. Au fait, sur quoi est basé le live, car j'avais pas vu ton tweet. Oui, je sais pas pourquoi mes tweets. Je sais pas si mes tweets ont été ghostés ou pas, mais mes tweets sur les lives ont pas du tout fonctionné. Donc je suis content de voir que vous êtes assez nombreux quand même, que vous êtes là en tout cas sur ce début de live. Mais du coup, ça va être sur la preview de Formule Régionale Moyen-Orient. Mais là, on commence un peu par l'actualité de la semaine. On commence mollo avec la Formule 1, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Même si le monde de la F1 est à l'arrêt sur la piste, il se passe quand même pas mal de choses dans les paddocks. Merci, penses-tu que si Giusti réussit sa saison de F3, Williams peut lui confier la F1 pour les post-season tests en 2025 comme ils ont fait pour Browning? Alors, on n'a pas trop parlé de Colapinto, mais c'est vrai que j'avais fait quelques petits tweets un peu humoristiques, on va dire, dessus, mais c'est vrai que le fait que Colapinto, troisième pilote Williams, se barre chez Alpine, ça fait qu'actuellement, il n'y a pas de pilote réserviste chez Williams. Il n'y a personne dans la super licence. Luke Browning, qui monte en F2, n'a pas encore sa super licence. Alessandro Giusti non plus, évidemment. Donc, s'il n'y a plus de réservistes pour Williams, ça veut dire qu'il va falloir, si par exemple il y a un souci pour Albon ou Sainz, il va falloir trouver quelque part, il va falloir trouver une solution externe qui va probablement aller chez Mercedes, il faut probablement aller chercher un Valtteri Bottas qui connaît bien la maison ou quelque chose comme ça, honnêtement. Donc, pour en revenir à Giusti, c'est extrêmement bien comme le souligne oui, Hard Drop Dead. Ça fait plaisir de voir les financements gonfler pour Giusti. Je suis exactement d'accord. J'en ai aussi parlé sur Twitter et sur Blue Sky, puisque je suis présent sur les deux réseaux sociaux au cas où. Alessandro Giusti qui a reçu le soutien financier de Pierre Gasly et de Alexandre Muliez. Alors je sais pas si on dit le Z ou pas, mais Alexandre Muliez comme le petit-fils de Gérard Muliez. Donc alors il n'est plus impliqué dans l'empire Auchan, l'empire Décathlon, etc. Mais c'est quand même voilà, un soutien non négligeable. Alors, donc, Gasly et Muliez s'entendent très bien puisqu'ils sont co-actionnaires notamment au FC Versailles, un club de 3ème division française. Voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des entrepreneurs, que Gasly soutiennent des jeunes pilotes français. Enfin, c'est vraiment super. C'est vraiment génial de voir ce genre d'initiative. Et pour un pilote comme Giusti, qui a eu une super... Enfin, en fait, depuis qu'il arrive en monoplace, Giusti, il confirme à chaque fois. Il montre qu'il est vraiment... il déçoit jamais. Il déçoit jamais, et quand tu as déjà fait 4 années en formule de promotion, c'est rare. C'est rare. Parce que là, je vois quelqu'un parler oui, de Deligny. Alors Gasly, il soutient toujours Deligny. D'ailleurs, on en a parlé lors du live de la semaine dernière. Gasly, il soutient toujours Deligny. Mais c'est plus des soutiens, genre en mode des petits tips, des petits conseils et tout. C'est pas tant un soutien financier. Et c'est ça qui est nouveau avec entre Gasly et Giusti, c'est que là, Gasly, il offre un soutien financier. Il fait la quête auprès des sponsors pour attirer et renflouer le budget d'Alessandro Giusti. C'est ça qui est nouveau, et c'est vrai qu'avoir Gasly dans son camp, Gasly c'est quand même l'un des pilotes les plus connus, notamment en France. Voilà. Je vais pas dire que tout le monde connaît Pierre Gasly, mais quand même presque un peu, quoi. Même au niveau du très grand public, j'ai envie de dire. Des news où il va atterrir Bravi? Non, alors ouais, oui, Alessandro Alunni Bravi, donc l'ancien chef d'Alfa Romeo Sauber, enfin de Kick Sauber, part. Ça prend l'eau de toutes parts. Enfin, je serais Hülkenberg, je serais Bortoletto, je serais pas rassuré. Enfin, le projet est ultra, ultra instable. À chaque fois, il y a des départs, chaque fois, il y a des arrivées, certes, mais ça sent pas super, super bon quand même. Ouais, peut-être que Bravi va redevenir avocat, ouais, je sais pas, peut-être. C'est vrai qu'il est sorti un peu de nulle part aussi, ce gars, en attendant.
J'ai une théorie de conspirationnisme, mais imaginez Vesti cartonne chez Cadillac en IMSA et il le place en F1. Ouais, non, 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 non. Bah, en tout cas, a priori, j'ai pas trop suivi l'endurance, mais a priori, Vesti, ça avait l'air d'être une saison compliquée l'an passé, donc ça m'étonnerait, quoi, ça m'étonnerait. Sauber, c'est pire que Alpine, oui, et pourtant, faut le faire, hein, quand même, hein, faut le faire. Donc écoutez, donc voilà, donc Toyota, bon écoutez, on en a parlé, ils avancent leur pion chez Alpine, chez As. J'ai l'impression quand même que le projet paraît peut-être un peu plus sérieux chez As, puisque honnêtement, Ryo Hirakawa, il a genre 31 ans, on le voit pas en pilote de F1 quoi qu'il arrive, à moins que voilà, il arrive à un problème à Gasly ou Douane pour le Grand Prix du Japon, et dans ce cas, c'est Hirakawa qui sera vraiment le réserviste. Et là, bah, vous imaginez, enfin voilà, un pilote Toyota qui roule pour le Grand Prix du Japon, voilà, ce serait exceptionnel évidemment. Mais comment dire, alors que alors Ritomo Minata, certes, il a eu une saison de F2 compliquée pour pas dire catastrophique, mais voilà, déjà il y a beaucoup de doutes qui entourent le moteur qu'il avait la saison dernière, et surtout, bah, il a 25 ans. Alors ça fait tard pour arriver en F1 désormais, mais ça peut se faire. Le gars, il a gagné la Super Formula, il a gagné le Super GT. Euh, S'il nous sort une saison de Titan l'an prochain avec ART, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Faudra pas que Gasly s'étonne quand les Japonais vont l'empoisonner juste avant Suzuka. Bah, en vrai, pour Toyota, ça serait un énorme coup de com', hein. Ce serait un énorme coup de com'. Surtout si tu gardes Douane à côté, genre Hirakawa, je pense qu'il. Enfin, je sais pas, je m'avance peut-être, mais je pense qu'il battrait Douane. Enfin, voilà, je pense que Douane, malheureusement, va pas faire long feu. Très très peu. Il offre très très peu de garanties sportives, hein, Jack Douane, donc. Il va avoir 31 ans en mars, purée. Ouais, Hirakawa, c'est compliqué, hein. Compliqué. Yuji Ide a débuté sa glorieuse carrière en F1 au même âge. Bon, ça veut tout dire, hein. Hirakawa Douane au Japon sera un des meilleurs line-up de la F1 récente. Non, mais Hirakawa, c'est quand même un double champion du monde d'endurance, hein. Mais c'est sûr que ça serait folklore, quoi. Ça serait folklore qu'une équipe de F1. Ouais, ça serait folklore. Je suis d'accord. Bon, écoutez, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, pour être très honnête, Colapinto va pas faire long feu en tant que pilote réserviste, on est tous d'accord là-dessus. Toutes les infos de tout le monde vont dans ce sens. La question c'est à partir de quand Jack Doohan va sauter, à moins qu'il nous sorte une Michael Schumacher Prime ou que voilà, ça va être extrêmement compliqué de garder son volant plus de 5-6 courses. Puis voilà, il y a un réserviste qui est prêt, qui est là, qui a montré tout son talent lors des quelques grands prix qu'il a fait, qui a déjà une carrière de formule de promotion qui était franchement très 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 sympa. Petit aparté entre Douane et Colapinto, c'est deux pilotes qui peuvent pas trop se comparer. Alors certes, Douane il a fait, je crois, troisième ou quatrième de F2, et il a fait vice-champion de F3, mais Jack Doohan c'est typiquement le gars qui a toujours été dans les meilleures équipes, et malgré ça, il a jamais gagné. Voilà, il a toujours eu du budget, il a toujours été extrêmement bien préparé, etc. Malgré ça, il n'a pas gagné. Je dis pas que c'est un mauvais pilote, mais enfin voilà, il y a beaucoup plus de pilotes qui mériteraient la F1 que lui. Et Colapinto, par contre, il a toujours été dans des équipes de midfield. Van Amersfoort, MP, en F3, en F2, en Formule Renault. Et malgré ça, voilà, il sortait des grosses performances, il écrasait ses coéquipiers. Je crois que Colapinto est d'ailleurs l'un des rares pilotes à avoir toujours battu ses coéquipiers. Donc, bon. Toujours dans de bonnes équipes, mais qui n'a jamais gagné. On parle de Isaac Hadjar. Bah non, c'est pas du tout pareil qu'Isaac. Isaac, il a jamais été, par exemple, chez Prema Trident en F3 ou chez, enfin voilà, chez Invicta, Prema, ce genre d'équipe. Le gars, Isaac, il a quand même été chez Campos. Il a quand même été chez Campos, quoi, en F2. Campos qui était 9ème sur 11. Colapinto, le mec qui devait faire du crowdfunding est devenu attractif. Ouais, bah oui, comme quoi ça va vite, hein, quand voilà, quelques bonnes performances, quelques bons trucs au bon moment, et tout à coup, high-tech en F2 avant 2024, c'était bien nul. Ouais. Rappelez-vous les arrêts au stand ou les stratégies foireuses. Mais ils ont l'air d'avoir progressé cette année. Après, encore une fois, c'est toujours difficile de complètement savoir, vu qu'il y a
toujours qu'une seule voiture, vu que l'autre voiture c'était Amaury Cordil, donc voilà, je sais pas trop sur quel pied danser avec Hightech. Bon, écoutez, après fallait sortir de la voie des stands. Ah mais alors ça, Spa 2023, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'est dommage que ça n'ait pas été streamé, puisque vraiment, je me rappelle de voir Isaac se prendre le mur à la sortie des stands et de hurler tourne, tourne. Mais alors, franchement, j'ai l'image gravée dans ma mémoire. Heureusement, depuis, il y a eu de beaucoup plus belles images. Et donc, euh, et donc Isaac euh, montera en F1 cette année. Je préfère le rappeler, puisque c'est trop chouette quand même. On s'en lasse pas, et j'ai très hâte que la saison de F1 commence. Surtout que Novalak fait la même 2 minutes avant. Bah ouais, c'est ça. Et puis j'avais un peu vanné Novalak. Et je me suis dit, bon, il faudrait pas que tous les Français fassent ça à la sortie des stands. Et du coup, en prévention, avant la sortie des stands à la source, je préviens Isaac, je le dis, tourne, tourne. Et il tourne pas. Bref, c'était franchement assez mythique. Écoutez, on tourne la page Formule 1. On tourne la page Formule 1. D'ailleurs, oui, j'en ai pas parlé, je l'ai juste mis dans le diapo, mais Ritomo Miyata, c'est pas anodin qu'il prenne, qu'il fasse des séances d'essai en Formule 1 dès maintenant, puisque actuellement, il a les points nécessaires de justesse pour avoir ses super licences. Il a 41 points, sauf que à la fin de l'année, il va perdre ses points de la saison 2022. Pardon, il va perdre ses points de la saison 2022 et donc passer à 31 points. Si par malheur il ne fait pas un top 5 en F2, s'il ne marque pas au moins 10 points cette année de super licence en F2, ça voudrait dire qu'il repasserait en dessous de 40 points. Et donc voilà, s'il faut avoir la super licence, c'est maintenant. Et donc voilà, je pense que les tests que fait Ritomo Miyata d'ailleurs actuellement cette semaine à Jerez montrent qu'il va essayer d'avoir la super licence dès ce début d'année, peut-être dès ce mois-ci, je ne sais pas exactement. Il y a 4 free practice à faire par équipe maintenant, en plus. Donc c'est vrai que ça va... Je pense que Ritomo Miyata, il va quand même faire pas mal de free practice. Hein. Ce qui, d'ailleurs, au passage, une free practice, si tu fais plus de 100 km sur une free practice, ça donne un point de super licence, au cas où, en plus, hein, pour être un peu plus large. Quoi. Miyata, au vu des difficultés d'intégration, j'ai peur qu'il fasse le LMS avec Flusha. Ouais, bah, clairement, Miyata, pour le moment, au vu de ce qu'il a montré en Europe, c'est catastrophique, c'est beaucoup trop léger pour prétendre à de la F1. On est tous d'accord là-dessus. Mais le gars est quand même champion de Super Formula, champion de Super GT. Donc, on peut comprendre pourquoi Toyota croit en lui. Mais le souci, c'est que, bah voilà, pour Miyata, ça se joue maintenant ou jamais, puisque, après, ça va être compliqué. Hein. Il va avoir 26 ans, il est dans l'année de ses 26 ans, c'est un 99. Bon, 99, je veux dire, il a le même âge que Lando Norris. Voilà, ça picote un peu, quoi. Il est 2 ans plus vieux qu'Oscar Piastri. Bon. Allez, on tourne la page Formule 1 et on passe très rapidement à la Formule régionale Océanie. Il est plus jeune que Tsunoda. Ah non, plus vieux. Plus vieux que Tsunoda, Miyata. Tsunoda, c'est un 2000, comme moi. On passe rapidement à la Formule régionale Océanie qui a repris le week-end dernier. Ça a été la première formule de promotion à se lancer, à lancer vraiment véritablement cette saison 2025. Et donc, sans surprise, vous me direz, Arvid Lindblad est en tête du championnat. Pour remettre un peu dans le contexte, puisque j'avais pas fait vraiment de preview de Formule régionale Océanie sur Twitch ou sur YouTube, mais Arvid Lindblad est le seul pilote qu'on voit en F1 un jour dans cette grille, tout simplement, puisque voilà, ses plus gros rivaux se nomment Matthias Zagazeta, Zach Scoulard ou Will Brown, qui est un champion de V8 Supercars en Australie. Voilà, la grille est extrêmement faible, on est tous d'accord là-dessus. Et Arvid Lindblad est en tête du championnat. Sauf qu'il est en tête du championnat que pour 5 petits points, ce qui est infime, surtout au vu du barème qui est un petit peu différent comparé au barème classique qu'on a en Formule 1. Donc oui, c'est pas une domination de ouf. C'est quoi le drapeau à côté d'Enzoye? Oui, c'est Taïwan. Enfin, c'est le drapeau blanc pour pas brusquer la Chine, puisque sinon le vrai drapeau de Taïwan c'est rouge et un peu bleu sur le côté et tout, et voilà. Ça c'est le drapeau politiquement correct, on va dire. Donc Arvid Lindblad a quand même fait un triple podium, il y a eu une victoire, une pole, mais bien sûr on attendait
mieux après Arvin Imblad, pour essayer de mettre un peu les choses en perspective. Arvin Imblad, c'est un pilote qui découvre les circuits néo-zélandais. Les circuits néo-zélandais qui sont très old school, puisque comme le souligne Homero, c'est vrai que, enfin, alors j'ai pas regardé ce week-end de Formule régionale Océanie, mais c'est vrai que à la grande époque, ce championnat accueillait Lawson, Tsunoda, Colapinto, etc. en 2020 notamment. C'était un bonheur de regarder les courses. C'était génial puisque, enfin voilà, c'était vraiment des circuits à l'ancienne. C'est franchement très très sympa à regarder. Mais voilà, là, depuis le Covid, c'est devenu très compliqué. Tu te rappelles d'Emilien Denner? Bah oui, évidemment que je m'en souviens bien. Hein, qui avait gagné une victoire, qui avait remporté une victoire cette année-là quand même, lors de ses débuts. Ouais, il revit petit à petit quand même. Ça revit petit à petit, mais pas niveau européen en fait. Ça revit petit à petit parce qu'il y a des partenariats qui sont faits avec le Road to Indy, avec les championnats américains, vraiment des formules de promotion de l'IndyCar. Donc c'est vrai que ça vit, mais voilà, j'ai du mal à imaginer comme on a eu voilà en 2020 avec Lawson, Tsunoda, Colapinto, etc. Euh, En vrai, les seuls noms intéressants dans cette formule, c'est Lindblad et Johnson. A priori, oui, Johnson, qui est un pilote très jeune, hein, né en 2008, donc un an plus jeune que Lindblad, mais qui a encore beaucoup de choses à montrer. Donc, pour revenir sur Arvid Lindblad, il a été envoyé là avec l'objectif clair, être champion, enfin, à minimum être dans le top 3 pour avoir les 40 points de super licence. Voilà, ce championnat, malgré son niveau assez faible, rapporte beaucoup trop de points de super licence au vu de la grille. Mais voilà, Red Bull, ils aimeraient bien mettre un Arvid Lindblad en F1. Ils aimeraient bien qu'il ait ses 40 points assez rapidement et que ça soit pas un souci, qu'il n'y ait pas besoin d'attendre, par exemple, la fin de saison de Formule 2. Et puis vous savez comment c'est la Formule 2. En un week-end, une casse mécanique, un moteur un peu moins bon, une casse de frein, enfin voilà, quelque chose comme ça peut vite tourner au niveau du classement la Formule 2. Donc autant autant assurer le coup en amont, avoir les points de super licence et voilà, être safe. Donc Arvin Lindblad, il est surtout là pour avoir ses 40 points, c'est ça l'objectif. Donc la manière pour moi est pas importante. Donc, comme on dit, il découvre les circuits. Alors, je vais pas dire, il découvre pas la formule régionale, mais il a très peu d'expérience quand même sur la formule régionale, sur cette voiture de formule régionale, puisque c'est un pilote qui a sauté directement de la F4 à la F3. Donc, la formule régionale, il maîtrise pas trop. Il avait fait 2-3 manches pendant l'hiver au Moyen-Orient, mais cette voiture, il la maîtrise pas trop. Et c'est une voiture très difficile à appréhender, très difficile à conduire, très peu appréciée des pilotes, comme d'ailleurs je l'indique. Comme d'ailleurs je l'indique dans ma vidéo, je présente les formules de promotion. Mais oui, voilà, c'est un bateau, c'est très peu, voilà, c'est une voiture extrêmement peu appréciée. Malgré ça, voilà, Arvid Lindblad a assuré le coup, on va dire, triple podium, une victoire en tête du championnat. Maintenant, il n'est pas encore safe. Il n'est pas encore safe. Le but, c'est d'être champion ou au moins d'avoir les 40 points de super licence avec le top 3. Il faudrait essayer de faire ça assez rapidement et d'avoir une avance un peu plus conséquente sur les prochains meetings. Oui, il y a Jet Bowling qui est là. Voilà, j'adore son patronyme. Et voilà, Jet Bowling qui s'est encore illustré avec comme meilleur résultat deux 12e place quand même. Hein. Deux 12e place, c'est pas si dégueu. Hein. C'est pas si dégueu. D'ailleurs, Percy Lawson lui a donné son trophée. Oui, c'est vrai, c'est Lawson qui est néo-zélandais, donc du coup, c'est un peu son championnat. C'est un peu, oui, voilà, c'est Lawson, il a été formé en Nouvelle-Zélande, hein, donc évidemment, il suit de très près ce championnat. Et oui, voilà. Alors je sais pas, alors j'ai pas vu la scène. J'ai vu que le Lawson lui avait donné le trophée, mais je sais pas le regard dans quel sens il lui a lâché, genre en mode tu vas me piquer ma place, c'est ça? Enfin, ou en mode félicitations, je t'adoube. Ah salut Fabien, comment? Bah écoute, je vais très bien. Bonne année à toi. Bonne année à toi et régale-nous par tes designs de livrée notamment. Michael Sheen qui a fait un caméo en F3. Oui, Michael Sheen, qui est un ancien pilote de F3, qui avait fait une manche, qui était devenu le premier pilote sud-coréen de l'histoire de la F3 et dont la carrière stagne énormément.
Non, l'une des surprises quand même, bon, j'avais envie de la noter puisque j'avais fait un petit thread sur Twitter et sur Blue Sky euh, où j'avais présenté un peu les différents pilotes favoris slash outsiders, etc. Et autant j'avais prévu Lindblad, Zagazeta, Will Brown évidemment qui vient du V8 Supercars, qui est champion, qui a 26 ans, etc., qui a un palmarès, Nikita Johnson qui suscite énormément d'attentes aux États-Unis, autant Zach Scoulard, waouh, Zach Scoulard, je l'avais pas vu venir, hein. Donc, je me suis un peu renseigné sur lui. Alors, j'avais déjà entendu son nom avant, mais jamais il avait gagné de course en monoplace. C'est un pilote qui est formé aux Émirats Arabes Unis. C'est un pilote voilà, qui change un peu de nationalité assez régulièrement, enfin de licence assez régulièrement. Mais voilà, enfin, il avait pas été dégueu vraiment en F4 Emirati hein, l'an passé. Il avait fait 15e ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, en F4 britannique, il a été vraiment complètement anonyme, 17e. Enfin bon. Après, voilà, les formules de promotion hivernale, ça reflète pas toujours la réalité parfaite. Il peut y avoir. Voilà, et sur un week-end, on va pas non plus faire des généralités, mais ça reste à noter. Est-ce qu'il peut se révéler dans une nouvelle. Ça peut arriver, hein, des pilotes qui galèrent en F4 et qui, en montant dans les catégories supérieures, trouvent des voitures où ils sont un peu plus à l'aise. Ça peut arriver. Où il y a un peu plus d'aéro, etc. Et voilà. Ou c'est vrai qu'on peut avoir l'explication très simple de FCB Noah 7, un peu complotiste, mais qui est parfois vrai, Illegal Engine. Tu sais, le mec qui cherche toujours à faire passer des bonnes perfs en perfs nuls. Alors, c'est vrai, après, voilà, en Océanie, moi perso, j'ai jamais, slash rarement entendu parler de choses particulières là-dessus, chose que j'ai entendu beaucoup plus en F2 ou en Freca notamment. Euh, un pilote promu en F1 continue de gagner des points de super licence. Non, puisque bah y a pas besoin. Je suis pas sûr de comprendre. Enfin, tu penses à qui? Tu penses à qui en faisant ça? Par exemple, Colapinto, par exemple, il a sa super licence et puis c'est bon. Enfin, ou par exemple, Patricio Howard, il a déjà sa super licence il avait eu les 40 points genre en 2023 et il a fait ses essais dans une F1 moderne. Et du coup, il a sa super licence. Là, actuellement, il n'a plus les 40 points, Patricio Howard. Mais en attendant, il a sa super licence. Donc, lui, c'est plus un souci. C'est plus un souci. Moteur atmosphérique en Nouvelle-Zélande. Alors, bonne question. Ce que je peux dire pour la Nouvelle-Zélande, c'est que c'est le seul championnat de formule régionale, voire même de F2, enfin F2, F3 formule régionale, qui utilise des carburants 100% fossil free, enfin des trucs comme ça, des carburants renouvelables ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est toujours à signaler. Voilà, c'était un peu pour la petite anecdote, c'est un peu la seule information technique. Et encore, vous voyez que côté technique, je suis pas très très calé, j'avoue. Je suis plus impliqué sur le côté sportif, le côté pilote, le côté équipe, côté technique des voitures, un peu moins. Bon, écoutez, on va passer au gros de ce live au final, puisqu'on est là pour ça. La formule régionale Moyen-Orient. Puisque bon, la formule régionale Océanie, c'est bien sympa, mais t'enlèves Arvid Lindblad, il reste pas grand monde. Alors qu'en formule régionale Moyen-Orient, il y a une très belle, enfin, il y a une belle liste. Je vais pas dire très belle liste puisqu'on a eu des années beaucoup plus riches en termes de talent, notamment bah, les 3-4 enfin, oui, 3-4 dernières années. Et surtout, ce qui peut être très intéressant, c'est que nos Français, aussi bien pilotes que équipes, ont de très 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 belles chances de performer. Je pose cette question car les championnats avec des moteurs turbo F2 et Frega ont des problèmes d'équité, bien vu. Bien vu, et du coup moi je pense pas qu'il y ait de moteur turbo. Hein. Je pense pas qu'il y ait de moteur turbo. Hein. Euh, mais oui, c'est vrai que Manguin, t'as complètement raison. Il y a énormément de critiques sur le fait d'avoir amené des moteurs turbo dans les formules de promotion, puisque le turbo est beaucoup plus difficile à régler. Et voilà, ça crée beaucoup plus de parts d'aléatoire. Et donc, on se retrouve avec une certaine disparité au niveau des moteurs. Euh, Est-ce la grille définitive ou d'autres pilotes n'ont pas encore été confirmés? Alors, c'est la grille pour le premier round.
sur la capture d'écran de Wikipédia que j'ai faite, vous voyez aussi Dorian Pin, Yuan Pukui et Iyu Yamakoshi qui ont déjà été annoncés, mais qui ne feront pas le premier round, le premier round, qui arriveront en cours de saison. Et malheureusement, ça va être ça pour pas mal de pilotes. Il va y avoir des pilotes qui vont arriver en cours de saison pour en remplacer d'autres. Par exemple, Théophile Naël, on sait qu'il ne fera pas toute la saison chez Saint-Éloque. Donc, il sera probablement remplacé, je sais pas par qui. Mon espoir, c'est Enzo Peugeot, mais j'ai pas d'infos sur le sujet. Merci beaucoup à Arc Drop Dead pour le follow. Je suis content, ça veut dire que je t'ai convaincu. Ça veut dire que je t'ai convaincu. Si t'es arrivé en début de live, ton premier message, et là, je t'ai convaincu. Ça me fait plaisir, merci. D'ailleurs, Hightech skip le Moyen-Orient. Beaucoup d'équipes skip le Moyen-Orient, puisqu'il n'y a pas MP non plus. Hein. Il n'y a pas MP non plus, qui avait une saison très compliquée. Hightech skip le Moyen-Orient aussi. Hightech a toujours eu beaucoup de soucis pour performer au Moyen-Orient. Déjà l'an passé, ça avait été, enfin même les deux dernières années, ça avait été compliqué. Donc honnêtement, c'est pas une surprise. Je me rappelle plus exactement, mais ils étaient pas contents de la façon dont le championnat avait été géré, etc. Et donc, c'est pas étonnant qu'ils se barrent. Alors, il y a une question sur est-ce que Hightech ou d'autres équipes comme ça pourraient se rabattre sur l'Eurocup 3 Winter Series. Normalement, non. L'Eurocup 3 Winter Series est réservé aux équipes qui font l'Eurocup 3 par la suite. Peugeot avait roulé l'an dernier en Fremec. Oui. Il avait fait 2 manches. Il avait fait 2 manches en fin de saison. Donc, oui, c'est pour ça. J'ai vraiment l'espoir que qu'il puisse faire la fin de saison. Peut-être en remplacement de Naël, ça serait assez sympathique. En attendant, on aura quand même 2 Français à temps plein, Enzo Dellini et Evan Gilter. Et voilà, ça peut être... Ils sont dans des bonnes équipes. Ça peut théoriquement, très théoriquement, maintenant, ces formules de promotion hivernale, c'est toujours un peu particulier, c'est toujours parfois des performances un peu différentes qu'en Europe, puisque certains sont plus ou moins à fond, on teste encore des choses en vue de la saison qui arrive, donc voilà, mais théoriquement, Deligny et Gilter, c'est des pilotes qui peuvent aller jouer le titre. Évidemment, tout comme l'Océanie, c'est très intéressant de faire la formule régionale Moyen-Orient puisqu'il y a 18 points de super licence pour le champion, c'est quasiment, la moitié, c'est quasiment la moitié de ce qu'il faut pour aller en F1, c'est complètement hors sol, hein. C'est complètement hors sol puisque c'est un championnat hivernal. C'est un championnat hivernal de janvier à février. Pourquoi? Enfin, pourquoi tu mets 18 points? Je comprends pas. Ouais, je comprends pas. C'est pas un vrai championnat. Enfin, si, c'est un vrai championnat, mais il y en a beaucoup qui prennent ça un peu comme une répétition en vue de l'Africa, surtout. Enfin, donc, YouTube pour suivre la Frémec, oui, tout sera sur YouTube. Tout sera sur YouTube et voilà, sur mon Twitch. Hein, sur mon Twitch, voilà, je vais streamer quelques courses, notamment voilà, course 1 et 3 s'il n'y a pas de souci de mon côté, mais je vais streamer la course 1 et 3 ce week-end. Voilà, je vous mettrai les horaires à la fin. Enfin, j'ai une diapo avec les horaires à la fin du live. 2025, c'est tellement l'année de Gilter. On croise les doigts, ça part bien, mais voilà, il reste énormément de choses à faire. Il y a eu les essais de pré-saison là en fait qui viennent de s'achever aujourd'hui. Il y a eu 2 journées d'essais de pré-saison. Oui, hier et aujourd'hui, et donc c'est vrai qu'Evan Gilter a fini ses essais de pré-saison en tête. On va y reparler, on va y revenir un peu sur ses essais de pré-saison, un peu sur les résultats. C'est pas forcément représentatif puisque voilà, il y a eu 6 sessions différentes. Voilà, certains ont fait leur temps à des moments différents, etc. Je suis pas sûr que ce soit le plus représentatif, mais c'est toujours bien de voir Evan au sommet de la feuille des temps. Donc évidemment, donc Deligny, Gilter qui feront la saison complète. On va pas trop en parler, mais il y a aussi Dorian Pin. Enfin, en fait, Pin, Deligny, Gilter, c'est 3 pilotes qui jouent beaucoup. Alors, Gilter a fait une très bonne année l'an passé, mais il a manqué d'un petit truc. Il a manqué d'un petit truc quand même pour vraiment en Freca, parce que
Pain, Deligny, Gilter, c'est des pilotes qui en sont à leur deuxième année de Formule régionale. Gilter a été très bon, mais parfois un peu irrégulier, notamment en qualification. Bref, il y a des choses à améliorer, puisqu'au final, il a été battu par son coéquipier Alessandro Giusti, ce qui est normal. Giusti, il était redoublant, etc. Il avait plus d'expérience, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Gilter, il avait fait une très bonne année quand même, avec une victoire, des podiums, etc. Deligny, ça avait été une saison beaucoup plus compliquée, et il a perdu le soutien de Red Bull. Flavio a leak la livrée Alpine. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Oh là là. Ça, c'est du pur Alpine, pur Briator, là. Enzo Deligny, il a eu une saison beaucoup plus compliquée. On en a parlé avec lui. Il était invité de la chaîne la semaine dernière. Il a perdu le soutien de Red Bull. Le but, voilà, c'est de rebondir. C'était le pilote le plus jeune l'an passé. Il va falloir monter. Il va falloir monter son niveau de jeu et montrer que 2024 c'était un accident de parcours, qu'il n'était pas forcément complètement préparé, qu'il y avait aussi des soucis un petit peu techniques, où il avait peut-être pas forcément les mêmes armes que certains autres pilotes pour se battre, notamment en vitesse de pointe, en ligne droite, c'était compliqué à ce niveau-là. Là, on peut accepter des excuses pour une année, pour 2 années consécutives, voilà. Donc Deligny, il joue gros cette année, forcément. Il reste avec son équipe RS. Et Dorian Pain, c'est à peu près le même principe. Alors elle, c'était sa première année en monoplace. Ça a commencé très bien, puis ensuite ça a été plus compliqué, et voire même franchement anonyme sur la fin d'année. Donc là, bon bah voilà, deuxième année, il faut continuer il faut vraiment progresser, vraiment step up comparé à l'an passé. Assez surprenant que Rivera fasse la Freimek et pas l'Euroclub 3 Winter chez Campos, ou alors il va faire les deux. Alors, j'ai pas d'infos solides sur le sujet, mais de ce que je comprends, il devrait faire les deux. Non, je pense qu'il fera les deux. Ernesto Rivera, c'est le pilote Red Bull qui est engagé ce week-end en Formule régionale Moyen-Orient. C'est une nouvelle recrue de Red Bull, pilote mexicain de 16 ans, il est né en décembre 2008. Qui a été le meilleur pilote Campos en F4 espagnol pour sa saison de découverte en Europe et de la monoplace. Donc il a fait une très bonne saison. Il a fait une très bonne saison et logiquement il devrait monter en Eurocup 3 chez Campos. L'Eurocup 3 Winter, ça commencera en février. Moi, de ce que je comprends, il devrait faire peut-être les 2 premiers week-ends de Formule régionale Moyen-Orient, puis ensuite en février, quand l'Eurocup 3 Winter Series commence en Espagne, il retourne chez Campos en Espagne et il fait la suite. Puisque Pinnacle Motorsport, son équipe, a aussi annoncé d'autres pilotes pour des campagnes partielles. On sait que Kui Yuanpu est donc jeune pilote Mercedes chinois, et Yu Yamakoshi, excellent pilote qui va faire ses débuts en FRECA, ils vont arriver en cours de route. Donc je pense que Ernesto Rivera notamment sera remplacé et partira en Eurocup 3 Winter Series, où il retrouvera notamment un autre pilote Red Bull, enfin il retrouvera même 2 autres pilotes Red Bull, le Thaïlandais Enzo Tarnvanishkul, mais surtout le Français Jules Caranta. Évidemment, ça n'a pas encore été annoncé officiellement. Apparemment, Carrasquedo et Maschio laissent leur place à Yamakoshi et Kui après le round 2. Ah. Alors Alejandro Gil, il a souvent des bonnes infos, mais j'avais pas vu ça. Enfin, j'avais pas vu ça. Je savais pas que. Puisque Carrasquedo, c'est d'ailleurs aussi un pilote qui peut aller en Eurocup 3 Winter Series ensuite. Hein, vu qu'il va faire. Non, je sais pas. Il devrait. Je sais pas. Puisque lui, il peut encore passer en Formule 3. Donc pour l'instant, c'est encore assez flou en fait, Carrasquedo. Je ne sais pas encore en fait. Quand on parle de pilote random dans cette grille, Aaron Cameron est clairement le premier pilote sur cette liste. Oui, alors. Bon, alors, comme j'ai dit, voilà, il y a des pilotes dont on a parlé l'an dernier, dont on parlera beaucoup cette année, voilà, Deligny, Gilter, Pain, mais aussi plein de pilotes étrangers, Slater, Badoer, bon, Naël il est français mais il fait que 2 week-ends, Yamakoshi, Ugo Choku, Kato, Aldairi, Akshay Bora, Rivera, ok, mais c'est vrai que il y a des pilotes qui sortent un peu de nulle part, c'est notamment le cas voilà, d'Aaron Cameron, qui vient du S5000, qui est un championnat de formule régionale australien. Non, n'importe quoi, pardon, my bad. Qui est un championnat de F3 en quelque sorte. C'est un championnat de F3 australien, mais alors c'est des F3 bodybuildés, enfin qui sont homologués pour la F3.
sais pas, c'est un championnat australien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un championnat vraiment random, voilà, qui se court que en Australie, avec que des pilotes australiens, même s'il y a, fut un temps, il y avait aussi Barrichello et Fisichella qui avaient fait quelques piges. C'est ultra random. Donc voilà, je sais pas à quoi m'attendre. En tout cas, pendant les essais, dis-moi qu'il est au moins champion de cette catégorie. Alors, il est, il est au moins vice-champion. Attends, je vérifie ça vite fait. Je vérifie ça vite fait, mais oui, enfin, il est au moins dans l'un des, il est au moins l'un des meilleurs pilotes. Attends, déjà, il a sa page Wikipédia, c'est plutôt bon signe. Alors, il a 24 ans et il a fait, oui, il a été champion en 2023. Voilà, il a été champion en 2023. Eh, voilà. Il a été champion en 2023 devant, attendez, on va voir la concurrence. Devant Jordan Boys, le fameux, enfin le très célèbre Jordan Boys, Cooper Webster, qu'on a vu un peu l'an passé, qui est d'ailleurs un très bon pilote, mais qui a manqué un week-end, Joey Mawson, qui a eu, je crois, une sombre histoire d'intoxication ou de test antidopage positif ou quelque chose comme ça. Donc Joey Mawson qui a fait qu'une moitié de saison. Puis ensuite, voilà, on a vraiment des pilotes que je connais absolument pas. Et t'as Roberto Meri. T'as Roberto Meri qui a fait un round. Voilà, c'est une série, c'est un championnat extrêmement random. Bon, bref, donc voilà, il y a des pilotes un peu random comme ce brave Aaron Cameron, mais qui va se faire plaisir, écoutez, et il y a des pilotes qui sortent un peu de nulle part, malheureusement. Bah après, voilà, dans un championnat de Formule régionale, ce sont des choses qui arrivent. Il y a des pilotes qui vont jouer devant, il y a des pilotes qui vont jouer derrière. Voilà, c'est les formules de promotion classiques. On voit ça en F4, on voit ça en formule régionale aussi. Il n'y a rien d'infamant là-dedans, quoi. Donc on va retrouver des Wang Zhongwei, des Aditya Kulkarni, des Everett Stack, des pilotes qui joueront la P25 au mieux. Voilà. Allez, on va passer un petit peu équipe par équipe, puisqu'il y a des line-up qui sont quand même un peu plus intéressants que d'autres, et notamment celui de RS Grand Prix. Car oui, l'équipe française, la petite équipe vendéenne de Fontenay-le-Comte, est tenante du titre de Formule Régionale Moyen-Orient. Il est partout, Mairie. Ouais, non, c'est incroyable. Hein. Tu regardes une catégorie paumée, tu le vois toujours. C'est incroyable. Hein. Ce gars, il a une carrière exceptionnelle. Et il a fait 13 Grands Prix. Je crois qu'il a fait 13 Grands Prix de F1. Hein. Qui se rappelle que Will Stevens, Roberto Meri, c'était un line-up d'une équipe de F1. C'est ultra random comme... voilà, c'était en 2015 avec Manor Marussia. La Frémec, il y a deux extrêmes, il y a des bons et des mauvais, mais il n'y en a pas vraiment pile au milieu. Pas vraiment pile au milieu. Bah si, je pense, genre Jack Beaton, par exemple, ou Akshay Bora peut-être, ou Kanatoli. Non, si, il y a des pilotes qui sont au milieu, je trouve. Bon, on va parler de Harris. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que dit Lewis Hamilton 099 dans le chat. Alors attendez, je vois que ça fait parler. Attendez. Alors, j'ai mis. Donc, on va reprendre du début. Harris a annoncé 4 pilotes. Ugo Chukwu, évidemment, ça ne surprendra personne pour ceux qui étaient présents sur le live la semaine dernière avec Enzo, puisque Enzo l'avait leak dans le plus grand des calmes. Et voilà, ça avait donné une scène assez drôle sur la fin de live. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir l'interview d'Enzo Deligny avant le début du championnat. Mais donc voilà, on a Ugo Chukwu, 17 ans. J'ai mis 5 étoiles, puisque quand même, en fait pour moi il y a un combo équipe et pilote. Et on a vu à Macao que ça avait super bien performé. Je pense que, en tout cas, le matériel qu'a Air-Race pour le Moyen-Orient, alors déjà c'est pas le même que celui qui est en Europe, puisque par exemple les moteurs c'est pas les mêmes, c'est des moteurs Alfa Romeo au Moyen-Orient, c'est des moteurs Alpine en Freca. Donc c'est pas le même matériel à partir de là, voilà. Et voilà, Ugo Chukwu, il a gagné Macao avec Air-Race. Le gars, il est en pleine confiance, il va attaquer la F3, il connaît l'équipe, vu qu'il a déjà fait le week-end de Macao avec eux. Donc certes, il a eu une saison compliquée de fracas, certes. Mais il n'empêche, RA c'est l'équipe tenante du titre, c'est l'équipe... Alors je vais pas dire l'équipe à battre, puisque je pense que... Enfin, Prema, même s'ils n'ont pas gagné l'an dernier, ça reste Prema, et voilà, Prema, il reste toujours l'équipe à battre un peu partout. Mais RS, c'est les tenants du titre, et voilà, c'est les voitures de Macao.
on a vu pour Ares que ça marchait de fou malade. Donc, voilà, moi j'ai envie de mettre Ugo Chukwu en gros favori, même si, enfin, voilà, pour les étoiles que j'ai mises là, c'est pas tant en tant que, voilà, futur potentiel pilote de F1, c'est pas ça, c'est vraiment pour là, pour les 5 week-ends qui arrivent, 5 week-ends, donc il y en a les 2 premiers à Yas Marina, le 3e à Dubaï, le 4e à Yas Marina encore, et le 5e à Losail et pas à Jeddah. Ça a changé par rapport à la semaine dernière, mais voilà, Losail a remplacé Jeddah. Pour ces 5 week-ends-là, moi je vois Ugo Chukwu favori. Vous verrez, c'est pas le seul pilote que j'ai mis en 5 étoiles, mais voilà. Pour un peu continuer, la liste Enzo Dellini, voilà, c'est sa 2e année en Formule régionale. Il a fait une année complète avec l'équipe. Euh, Contrairement à Ugo Chukwu, il va découvrir le championnat. Alors, il va pas découvrir les circuits puisqu'il a déjà fait la F4 Emirati, il a déjà fait 3 week-ends de F4 Emirati, mais il va quand même découvrir le championnat, car à l'époque, l'an dernier, il avait été trop jeune pour faire la Tremec. Voilà. On va pas se répéter, mais pour Enzo Dellini, il va falloir monter son niveau de jeu, montrer que 2024, voilà, il y avait des circonstances atténuantes, et voilà, montrer tout simplement que Red Bull a eu tort. Donc voilà, l'objectif évidemment, ce qui serait idéal, ça serait qu'il batte ses coéquipiers. Évidemment, il doit battre Akshay Bora et Jin Nakamura, qui débarquent, qui seront débutants. Mais s'il arrive à battre Ugo Chukwu, là, ça serait vraiment intéressant. Puisque le gars est vainqueur de Grand Prix de Macao, le gars débarque en F3, il est soutenu par une académie. Si Dellini arrive à battre ses 3 coéquipiers, là franchement, on pose les bases solides en vue, de la saison de Freca qui arrive et en vue de potentiellement reconstruire la carrière et peut-être réintégrer Red Bull ou réintégrer quelque chose comme ça. Et voilà, ça peut être un point, ça peut être un point formateur en vue de sa future partie de carrière, on va dire. Bonne année à ceux qui rejoignent, enfin oui, bonsoir et bonne année à ceux qui rejoignent dans le chat, ou en tout cas bonne année à ceux qui n'étaient pas là lors du live précédent avec Enzo Dellini justement. On en parle actuellement, donc je l'ai quand même mis à 4 étoiles. Je l'ai quand même mis à 4 étoiles, puisque voilà, je crois dans le potentiel du garçon. Il a l'expérience qu'il faut maintenant. Et voilà, je le mets un petit cran derrière Ugo Chukwu quand même, mais voilà, on verra ce que ça donne. Ugo Chukwu qui lui, voilà, connaît le championnat. Il y a aussi, c'est déjà arrivé que Red Bull se sépare d'un pilote et le reprenne plus tard, comme évoqué lors du live avec Enzo. Le meilleur exemple, Pierre Gasly. C'est quelque chose qui n'est pas très 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 connu, mais Pierre Gasly, 2012, j'ai l'impression de me répéter à tous les lives, mais surtout, genre, je pense à ceux qui regardent les rediffs sur YouTube et ils vont se dire, mais purée, il n'arrête pas de raconter la même chose, c'est bon, on a compris. Donc, je vais la faire courte, mais Gasly 2012, il arrive dans sa première saison de Formule Renault, il a le soutien de Red Bull, il fait 10e, c'est pas assez pour Red Bull le dégage. 2013, il redouble en Formule Renault, il est champion, et Red Bull reconnaît son erreur et le récupère pour la saison 2014 en Formule Renault 3 litres 5, rival du championnat GP2, et puis après, c'est l'histoire qu'on connaît, quoi. Donc voilà, et puis d'ailleurs Enzo Dellini, voilà, il le dit, hein, qu'il reste en bonne relation avec Red Bull et que il aimerait bien revenir avec Red Bull. C'est ce qu'il a dit dans l'interview la semaine dernière ensemble sur Twitch et sur YouTube. Il y a aussi, si vous avez la flemme d'écouter 36 minutes de vidéo, il y a aussi l'article qui est sorti sur Feeder Series où je reprends un peu cette interview en fait. Donc, Dellini, c'est fait. Akshay Bora, profil assez intéressant, champion d'Euro 4, qui est un mini championnat. Qui est un mini championnat de F4, qui a bien rivalisé avec les meilleurs en F4 italienne. Après, voilà, ça manque encore un petit peu de référence, mais quand même, en Euro 4, il a été vraiment très très bon. Donc on sait ce que va faire son frère. Ah purée, j'ai vu une info il y a pas longtemps, mais visiblement ça n'a pas l'air d'être de la F3. Hein. Ça sera pas de la monoplace, mais ouais, j'en sais pas forcément plus. J'en sais pas forcément plus pour ce que va faire Nikhil Bora. Akshay Bora, ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'il a fait des bons tests en Freca. Il était vraiment assez proche
voire même sur certaines sessions, il était parfois devant Enzo Dellini. Voilà, ça reste des tests. Maintenant, les choses sérieuses commencent pour le pilote indien. Ça manque de référence, il a quand même battu le grand Slater. Oui, mais en Euro 4, et l'Euro 4 c'est un championnat particulier quand même, c'est un championnat de 3 week-ends. Voilà, enfin. Puis surtout, il y a des week-ends que Prema a complètement foiré, genre dans les grandes largeurs, en Euro 4. Donc bon, j'attends, mais en tout cas, c'est un début de carrière prometteur. Voilà. Je le mets à 3 étoiles, c'est pour ça, mais je le mets pas forcément plus haut pour le moment. Et enfin, Jin Nakamura. Alors, moi, j'avais entendu des choses vraiment très spéciales concernant Jin Nakamura. Donc, Jin Nakamura, c'est un jeune pilote de Toyota, certes seulement 4ème de Super Formula Light, ce qui est l'antichambre de la Super Formula. Super Formula Light, c'est un championnat qui utilise les mêmes voitures qu'en Euro Formula. Donc, c'est des sortes de F3 régionales, c'est pas exactement ça, mais bon, voilà, pour simplifier, c'est des F3 régionales. C'est le nouveau chouchou de Toyota. Lui, bah, il a 18 ans, donc ça fait sens de l'envoyer en Europe dans des formules de promotion, etc. Il n'a pas du tout l'âge canonique de Hirakawa ou de Miyata. 25 ans, t'as un âge canonique, hein, c'est bon, pour moi, c'est... donc bref, Jin Nakamura, voilà, nouveau chouchou de Toyota. Moi, j'avais entendu des trucs comme quoi en test, il avait été très 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 impressionnant au volant de voitures de formule régionale, où il aurait vraiment écrasé Slater, etc. Bon, on entend beaucoup de choses sur des tests. Moi, j'ai pas vu les chronos exactement comme ça. Enfin, j'ai pas vu la feuille de chrono. Moi, tant que je vois pas la feuille de chrono, je prends les infos avec des pincettes. Surtout que depuis, il y a eu le Grand Prix de Macao et a été franchement décevant, quoi. Il a été franchement décevant, donc on va un peu se calmer sur le sujet. On va un peu se calmer sur le sujet. Il a peut-être écrasé Slater en test, mais moi j'en ai pas la preuve. Et donc on verra ce que ça donne. En attendant, quand même, sur les tests collectifs ou oui, voilà, sur les tests collectifs de Freka auxquels où j'ai vu les chronos, il était dans le rythme. Il était dans le rythme, ça c'est pas un souci. Maintenant, est-ce qu'il a ce truc en plus? On va voir, on va voir. Si j'étais Toyota, je me focuserais sur Kobayashi plutôt que Nakamura. Pour moi, franchement, c'est kiff-kiff hein, pour le moment. Donc, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas trop d'opinion tranchée là-dessus, quoi. Mais j'ai entendu que pour un mec qui a pas fait de karting, il est super méga rapide, mais il parle très très mal anglais. Alors, ça, malheureusement, c'est souvent le souci des pilotes japonais. C'est le souci pour certains pilotes français, mais c'est le souci encore plus pour les pilotes japonais, même si certains commencent à être plus à l'aise que d'autres. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de Honda qui envoie ses pilotes japonais très très tôt en France. Pour les former, pour qu'ils apprennent, etc. Et ce qui fait que, voilà, Jin Nakamura, il a quand même déjà 18 ans, et 18 ans, une première saison en Europe, ça fait un peu tard. Rien de dramatique, hein, rien de dramatique, mais ça fait quand même un peu tard par rapport aux standards habituels, quoi. Donc écoutez, voilà, le line-up de RS est vraiment très intéressant puisque potentiellement, tu te dis, les 4 pilotes peuvent vraiment jouer quelque chose de gros. Voilà, j'ai mis que 2 étoiles à Nakamura, mais franchement, voilà, Toyota semble avoir de très gros espoirs en lui et il a été franchement pas dégueu en test. Mais évidemment, quand on entre dans un championnat, alors certes, RS est tenante du titre avec Tuka Taponen, certes, mais la référence, ça reste Prema. Alors, vous ne verrez pas, ou peut-être qu'une seule voiture avec une livrée Prema, mais vous verrez les voitures aux couleurs de Mumbai Falcons, qui est une équipe indienne. Est-ce que Yifei avait été envoyé en France par un constructeur? Non. Non, non, non. Je saurais pas dire exactement pourquoi il a été envoyé, mais il est arrivé en France très très jeune, hein, 13-14 ans ou quelque chose comme ça. Il a fait son éducation en France, mais il n'a pas été envoyé par un constructeur. D'ailleurs, il n'y avait pas trop de constructeurs chinois à l'époque, enfin en tout cas, pas trop de gros constructeurs ouais, à l'époque. Kato versus Nakamura, Honda versus Toyota. Ouais, ça peut être un duel assez intéressant à suivre aussi. Oui. Slater, donc voilà, bon, évidemment, voilà, Mumbai Falcons by Prema, ça va être l'équipe du grand favori, tout simplement. Freddy Slater, voilà, obligé de lui mettre 5 étoiles. Ce gars gagne partout où il va. A évidemment
on avait suivi le Grand Prix de Macao en direct et évidemment, il s'est fait remarquer dans le dernier tour en se crachant, en essayant d'arracher le podium, certes, mais quand même, le gars, voilà, il a tout pour réussir. Il a le talent, il a le budget, il a la préparation, il a les contacts, il a le management, il aura potentiellement, je pense, le timing. Euh, voilà, c'est le favori. La combinaison Slater-Prema, ça fait un peu cheat code, ça fait un peu comme Antonelli Prema. Puisque oui, on parle de ce genre de pilote, on est sur une trajectoire de crack générationnel potentiellement. Alors après, évidemment, tout reste relatif puisque il est avec Prema, il a les meilleures conditions, enfin, il est toujours dans les meilleures conditions, c'est toujours le gars le mieux préparé, etc. Certes, mais voilà, il n'empêche qu'il y a quand même un talent monstre derrière, et donc, euh, et donc ça reste pour moi le, le favori. Si je devais faire un pronostic et dire qui est champion, pour moi je dirais Slater. Je... Freddy, j'émets des réserves sur lui, pour l'instant il a roulé sur quasiment tous les circuits. Bah ouais, certes, mais bah, si tu roules sur tous les circuits, bah tant mieux pour toi, t'es super bien préparé, c'est génial, tu perfs. Enfin, euh, voilà, c'est sûr que moi j'aimerais bien le voir un peu plus challengé, genre voir un pilote comme ça. Moi j'aurais adoré voir Antonelli par exemple, ou enfin voilà, voir Slater dans une équipe style, je sais pas, PHM, style Dams, style, je sais pas, n'importe quoi, Van Amersfoort, ou je sais pas, et qu'il n'ait pas eu genre 20, 30, 40, 50 journées de test, qu'il ait à peu près bah, les mêmes 5-6 journées de test, un peu comme tout le monde. Et voilà. Est-ce que ça aurait été la même histoire? Je sais pas. Je sais pas. Bon, en attendant, Freddy Slater, c'est quand même un pilote qui a tout pour lui, on va dire. Encore un Britannique, vous me direz, oui, certes, ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, mais voilà, pour moi c'est le favori ultime. Un pilote à surveiller de très près, pour moi, c'est Rachid Al-Daeri. C'est assez surprenant de mettre 3 étoiles à Rachid Al-Daeri, vu qu'il a jamais vraiment percé en F4. Ah, c'est vrai, ah oui, bon argument de Natoon28, mais il a jamais percé en F4, il a jamais été spécialement impressionnant, mais depuis qu'il est passé en formule régionale, tous les tests, c'est franchement solide. Mais genre vraiment solide, genre solide, il se bat avec Slater, quoi. C'est franchement très intéressant ce qu'il fait Rachid Al-Daeri, qu'on n'avait pas franchement vu venir avant. Et aussi, très bon point soulevé par Natoon28, c'est un pilote émirati qui connaît donc les circuits émiratis par cœur. Euh, Al-Daeri peut être bon aux Émirats Arabes Unis, mais va flop en Freca, il est pas très bon. Bah, j'aurais été d'accord avec toi de façon en temps normal, mais lors des tests en Freca, ça reste que des tests, oui, je sais, mais quand même, enfin, euh, on le voit tout le temps devant. Parfois c'est derrière Slater, évidemment, je me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est très intéressant. Et à Macao, bah Macao, il connaissait pas la piste, il avait pas roulé avant, et malgré ça, alors il y a eu des défenses de terroristes, notamment sur Théophile Naël, mais bon, on va, on va, on va oublier ça. Son rythme était très bon, donc. Oui, voilà, Bapt 1342 s'en souvient très bien. Voilà, c'est celui qui avait des défenses moyennes à Macao, qui avait notamment coûté un aileron avant à Théophile. Donc, bon, certes, mais en tout cas, son rythme est très intéressant. Donc, voilà. Clairement, ça peut être un gros outsider, et c'est vrai que le mettre à 4 étoiles, c'est pas si infamant non plus, hein. Il y a Jack Beaton. Pour moi, alors officiellement, ce gars est vice-champion de F4 italienne. J'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai pas trop suivi la saison de F4 italienne, mais bah, il est quand même deuxième, donc j'imagine que c'est bien. Mais il y a zéro enthousiasme derrière. Il est toujours loin, enfin, ouais, il est toujours franchement loin de Slater et de Aldaeri. Champion de F4 d'Asie du Sud-Est, oui, parce que c'était le seul pilote qui avait fait 3 week-ends. Pire pilote Préma depuis. Ah non, oh là. Homero, tu veux te faire des amis dans le chat, hein, j'ai l'impression, hein. Euh,
Ah purée. Ah, j'avais pas fait gaffe. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Arc Drop Dead, c'était pas ce que. Non, c'était pas ce que je. C'était pas ce que je voulais dire. Promis, je dis aussi ça pour Alex Dunn ou pour voilà. Alors, donc pour Jack Beaton, voilà, c'est pour moi c'est juste un pilote riche qui est dans les qui a les bonnes, qui est dans les bonnes équipes. Euh, c'est peut-être un futur Jack Doohan, je sais pas. Enfin, je sais pas. En tout cas, voilà, je le trouve absolument pas enthousiasmant et dans les tests, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, j'ai mis 2 étoiles parce que bah voilà, il est chez Prema, mais sinon, voilà. Ce qui va être intéressant aussi pendant les 2 premiers meetings, c'est alors, je pense que c'est la première fois que je prononce son nom à l'oral, puisque j'ai beaucoup vu son nom à l'écrit. Là, je vais m'humilier en direct en disant son nom à l'oral. Sivorotun, qui est un pilote britannique. Ouais, Reza quoi. Euh, qui a fait troisième de F4 britannique l'an passé et qui va monter en GB3. Le profil peut être intéressant. Il va être en GB3 chez la nouvelle équipe Argenti by Prema, puisque Prema arrive en collaboration dans ce championnat de GB3. Voilà, c'est plus de la curiosité qu'une réelle hype, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant à surveiller. Voilà, on verra ce que ça donne. Et il fait une campagne partielle puisqu'il sera remplacé ensuite par Dorian Pain pour les rounds. Alors c'est pas à jour les rounds 3 et 5, du coup non. Euh, round 3 et 4 seulement. Et il y aura un autre pilote qui prendra la place au round 5. Donc Dorian Pain fera les rounds 3 et 4. Voilà, je suis un peu, enfin voilà, je l'ai dit sur Twitter, mais je suis un peu, je vais pas dire en colère, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais Dorian Pain a été annoncé pour faire l'Africa en 2025 avec Prema, comme ses coéquipiers Slater, Aldairi et Beaton, sauf que Slater, Aldairi et Beaton, ils ont toute la campagne Formule Régionale Moyen-Orient pour se préparer pendant l'hiver. Dorian Pain, allez, tu prends les miettes, t'as 2 week-ends. 2 week-ends et ça me fait dire que bah rien ne va changer en fait, rien ne va changer comparé à l'an passé et j'ai peur qu'elle se retrouve de nouveau avec le quatrième meilleur matériel ou le quatrième, enfin euh, voilà, je suis pas optimiste, je suis franchement pas optimiste et surtout que Dorian Pin elle joue une saison décisive dans sa carrière, on le sait tous, 2025 c'est ou soit elle performe vraiment, elle passe vraiment un cap voire même plusieurs caps, ou soit bah voilà, le fait qu'elle batte que le PDG de RPM en test, on dit tout. Ouais, non mais voilà, non mais surtout que rappelez-vous, alors rappelez-vous, j'étais pas sur Twitch à l'époque, mais fin 2022, je commence à me perdre dans les années là. Mais fin 2022, Dorian Pain avait fait des tests en GP3 face à Dino Beganovic et Paul Aron. Elle était dans leur temps. Elle était dans les temps de Beganovic, Paul Aron. C'est pas moi qui l'invente, ça se retrouve sur Italia Racing. Même d'ailleurs, elle avait fait des tests fin 2023 en Formule régionale. Ça avait été, elle avait dominé certaines journées. Et c'est ça, c'est ces journées de test qui avaient fait dire à Mercedes, qui avaient fait dire à Prema, Iron Dams et tout, etc., de se dire, bah purée, il y a un truc à faire avec Dorian Pain en monoplace. Et évidemment, la saison 2024 a été compliquée, on en attendait beaucoup plus. Mais là, enfin, elle a fini la saison moins bien que ce qu'elle avait commencé, alors qu'elle était censée progresser, apprendre plus de choses, etc. Voilà, voilà, 2025, ça sera une année décisive dans sa carrière, puisque, comme j'ai dit pour Deligny, les excuses pendant un an, ok, mais les excuses pendant 2 ans, elles seront peut-être valables, ces excuses. Mais le monde du sport auto sera passé à autre chose, et Dorian Pain pourra dire adieu à la monoplace si elle ne performe pas sur la piste, s'il n'y a pas des résultats probants vraiment. Et voilà, il y a eu des journées d'essai où voilà, elle se bat avec Keith Donegan, 27 ans, entrepreneur irlandais, quoi. Qui est un ancien pilote, certes, mais bon, voilà. Donc je suis pas optimiste sur la façon dont les choses commencent pour cette année pour Dorian. Voilà, j'ai l'impression qu'elle est d'office la quatrième pilote, que bah, c'est la pilote féminine, et voilà, en Freca, on réserve la voiture, on a le droit à une quatrième voiture pour une pilote féminine. Ouais, ouais. Et du coup, t'as la quatrième meilleure voiture, t'as le quatrième moteur le plus, enfin,
quatrième moteur le plus neuf, donc parfois le moteur le plus ancien, on va dire, ou ce genre de choses. Alors évidemment, je caricature un peu les choses. Voilà, il n'y a pas moteur numéro un, moteur numéro 2, moteur numéro 3, moteur numéro 4. C'est pas non plus à ce point si caricatural, mais quand même, il y a quand même pas mal de vrai. Donc voilà. Si elle gagne la F1, elle fera le GB3. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est un prix sur mesure. La F1 Academy, si c'est Dorian Pain qui avait gagné cette année, t'inquiète pas que le prix ça aurait été de la Freca avec Prema, ou de la F3 même peut-être avec Prema. Là, ce prix de GB3, c'est juste parce que Abby Pooling voulait monter en GB3 avec Rodin Motorsport, c'est tout. C'est tout. Le prix change selon la championne en fait. C'est assez malléable, c'est assez fluctuant. J'allais dire que je... Attends, il la sabote en monopage, j'espère que si elle veut revenir, elle aura toujours sa place parce qu'elle peut y avoir une grande carrière quand même. Bah, pour qu'on ait plus d'éléments pour savoir si elle peut faire une grande carrière ou pas, faudrait qu'il y ait vraiment des résultats en piste, en championnat quoi. C'est aussi la plus lente si on est honnête. Peut-être, mais pour moi, en tout cas, pour le moment, j'ai assez d'excuses pour 2024 et pour dire, ok, c'est pas un souci, c'était aussi sa première année en monoplace, etc. On verra en 2025 ce qu'il se passe. Mais ouais, on verra en 2025 ce qu'il se passe. Et voilà, j'espère qu'elle pourra passer plusieurs caps. Oui, en endurance, oui. De toute façon, Dorian Pain, elle l'a montré. Dorian Pain, elle a montré qu'elle avait un énorme talent en endurance. Euh, voilà. C'est vrai que là, pour l'instant, sa carrière semble un peu au point mort, parce que elle était l'une des meilleures, enfin, je vais pas dire l'une des meilleures pilotes d'endurance, mais en LMP2, elle déchirait tout en championnat du monde d'endurance, et elle vient s'enterrer en Formule 4 ou en Formule régionale Moyen-Orient. C'est vrai que le downgrade est assez violent, quoi. J'allais dire que je comprends pas le choix de line-up Freca de Prema, mais en même temps, il n'y a pas grand monde d'intéressant qui arrive de F4 cette année. Je suis d'accord que c'est peut-être une année pas très enthousiasmante, hein. Je suis d'accord que la génération, enfin, j'arrive à me hyper pour la saison de F3, autant la Freca, si t'enlèves les pilotes français, enfin, si t'enlèves Deligny, Gilter, Peugeot, Pain, je t'avoue que la saison de Freca, il n'y a pas tant de rookies très intéressants qui arrivent, quoi. Elle déchirait tout en MP2, perso je la trouvais très bonne en GT mais pas dingue en proto. Alors, elle déchirait tout en endurance. J'aurais dû dire en endurance au sens large. En endurance au sens large, pardon, my bad. Kato. Ah, ça c'est intéressant que tu parles de Taito Kato. On passe à une autre équipe française. Art Grand Prix. Et là c'est aussi très intéressant, puisque Art Grand Prix, ils vont découvrir le championnat. Ils vont découvrir le championnat, donc ça veut pas forcément... Enfin, ils seront peut-être un peu en galère au début. Ils seront peut-être un peu en galère au début, mais ART s'est dit que, enfin, maintenant qu'ils avaient acheté leur voiture pour Macao, c'est devenu plus facile, enfin, c'est devenu plus rentable d'aller en Formule régionale Moyen-Orient, puisque ça utilise les mêmes voitures, les mêmes moteurs, ça utilise tout. Donc, ça va être très intéressant puisque j'adore le line-up d'ART et surtout deux pilotes que j'apprécie tout particulièrement. Evan Gilter, évidemment, voilà, c'est sa deuxième saison en Freca. Je vais peut-être pas trop répéter ce qu'on a déjà dit un peu plus tôt sur lui, mais voilà, il avait fait une très bonne première saison, peut-être un peu irrégulière parfois. Il faut encore passer un petit cran au-dessus, notamment en termes de régularité, et s'il arrive à le faire ça, très bien. Tout peut lui être... voilà, beaucoup de choses sont possibles pour lui, notamment de passer en F3 l'an prochain. Et puis voilà, il avait un rythme très intéressant à Macao aussi, mais une malchance pas possible avec notamment James Wharton qui se crache 2 fois devant lui et Evan qui n'a pas pu l'éviter 2 fois. Donc voilà, Evan Gilter, d'ailleurs il a été en tête des essais de pré-saison. Je pense pas que ça soit super. Je pense pas que ça soit super représentatif les essais de pré-saison, mais en attendant, ça fait toujours bien de voir Evan au sommet de la feuille des temps pour commencer l'année. On déteste le honteux James Horton pour Macao. J'avais tellement la haine en commentant, franchement, j'avais envie d'insulter Horton de tous les noms, hein. Déjà en qualif, puis en course, frérot. Dose. Dose. Donc évidemment, si j'ai dit qu'il y a deux pilotes qui m'intéressaient, donc il y a évidemment Evan Gilter, le champion de F4 française 2023, mais il y a aussi le champion de F4 française 2024. Certes, il n'est pas français,
mais on l'a suivi, on l'a vu grandir sur toute la saison. Taito Kato, c'est très 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 intéressant. Non, j'ai pas encore parlé de Saint-Eloque. J'en parlerai avec les autres équipes à la diapo d'après, je crois. Mais voilà, Taito Kato, la pépite, la nouvelle pépite de Honda, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner à l'international, puisque ça va être sa première année avec une équipe vraiment autour de lui. La F4 France, ça reste un format assez particulier, tout le monde a les mêmes ingénieurs, enfin il y a 5 ingénieurs pour les 25 pilotes, voilà, ça reste quelque chose d'assez particulier, de très formateur, mais voilà, là il faut confirmer à l'international, et ça, j'ai hâte, j'ai hâte, et j'ai l'impression que autant les premiers essais de Freka avaient été assez timorés, il y a une montée en puissance qu'on voit au fil des essais et que j'espère voir se confirmer. Il a été deuxième des essais de pré-saison, pour la petite anecdote. Voilà, je pense que ART avait, voilà, a peut-être fait le temps, a peut-être fait ses temps au meilleur moment pour les essais de pré-saison, mais voilà, et Gilter et Kato, j'ai la hype. J'ai la hype. Après, j'espère juste que ça va bien se passer. Après, voilà, normalement, les deux sont des pilotes assez intelligents. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais Gilter et Kato, je suis hype de fou malade. Et voilà, je le vois bien monter en puissance au fil de la campagne de Fremek. Et il peut être une vraie menace en Freka. Kanatoli, bon, c'est aussi un pilote japonais, mais il a été pas mauvais avec G4. 2-3 courses très très bonnes notamment, irrégulier, mais bon, voilà, je sais pas trop quoi en penser. En tout cas, il- voilà, j'ai l'impression que malgré le fait qu'il ait une année d'expérience en plus que Kato, visiblement Kato devrait vite prendre le dessus, a priori. Et enfin voilà, on a beaucoup d'autres pilotes. Je passe un peu plus vite puisque c'est souvent des pilotes, enfin des équipes qui ont un seul pilote compétitif. Je pense notamment à PHM qui aligne deux pilotes. Everett Stack qui fait 35e de tous les championnats auxquels il participe. Et Brando Badoer, donc ça rend deux salles, deux ambiances. Brando Badoer, donc 5e de Freka, nouveau pilote junior de McLaren, futur pilote de F3 chez Prema. Tu penses qu'on peut avoir un duo comme Gilter Giusti avec Gilter Kato? Théoriquement, oui, c'est exactement la même chose en fait. Gilter prend le rôle de Giusti. C'est les. Enfin, il y a énormément de ressemblances. C'est les deux derniers champions de F4 française, un redoublant, un rookie. Le redoublant qui avait déjà fait une très bonne première saison de rookie, qui aurait pu le faire passer en F3 s'il avait eu plus de soutien financier notamment. Franchement, enfin ouais, franchement, j'espère vraiment une belle émulation comme on avait vu entre Giusti et Gilter l'an dernier. J'avais vraiment adoré ce duo, c'était vraiment sympa et c'était resté très fair play tout au long de la saison. Donc voilà, Brando Badoer, ma question autour de lui, c'est je ne sais pas s'il fait toute la saison ou pas. S'il l'a fait, bah forcément c'est un candidat au titre puisque PHM, les deux dernières années, a joué le titre avec Taylor Barnard. Donc Barnard avait joué le titre face à Antonelli en 2023 et face à Taponen en 2024. Donc on verra ce que ça donne pour Brando Badoer. Évidemment, on a un pilote français qui devrait jouer devant, Théophile Naël, 17 ans, qui fera les deux premiers meetings. On rappelle qu'il avait déjà fait la Formule régionale Moyen-Orient l'an passé et il avait déjà remporté une course. Il avait fini 11e au championnat. Il y avait eu des hauts, des bas, mais il y avait quand même un bon potentiel, quoi. Je suis dégoûté que Saint-Eloque ait pris Vesselao. Bah, il faut bien que l'argent il arrive de quelque part, hein. L'an dernier c'était ART, cette année c'est Saint-Eloque qui prend Vesselao. Faut faire apporter le budget. Voilà, ce que j'espère concernant Saint-Eloque, c'est que Enzo Peugeot, qui est censé être le leader de Saint-Eloque en Freca, mais qui n'a pas encore été annoncé officiellement, j'espère que Enzo Peugeot aura le droit à quelques week-ends ensuite. Et chez Pinnacle Motorsport, on a des pilotes assez intéressants. Voilà, donc Ernesto Rivera, donc voilà, jeune pilote Red Bull, voilà, je l'avais présenté dans mes pilotes à suivre, dans les rookies internationaux à suivre. J'ai hâte de voir ce que ça peut faire. Donc voilà, jeune pilote Red Bull. Chez Pinnacle, il y aura aussi Yu Yamakoshi qui arrivera en cours de campagne. Voilà, là aussi formation française en partie. Il a fait la F4 française en 2023, puis il a passé vraiment un cap en F4 Italie l'an dernier. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner là aussi. Voilà, pêle-mêle les résultats des deux journées d'essai de pré-saison. C'est un peu comme ce que je vous avais dit, hein, voilà. Donc on a Aldairi qui est très surprenant, qui joue avec Slater.
ça reste des essais, mais voilà. Evan Gilter, Taito Kato, voilà, Taito Kato qui fait P5 et P2, c'est franchement très 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 intéressant, je suis très hypé, mais quelque part, voilà, je suis très hypé, mais s'il te plaît, reste derrière Evan quand même, on verra ce que ça donne. Voilà, les RS ont été un petit peu plus discrètes. Bah purée, on voit même pas Enzo Dellini. C'est la piquette là, j'avais même pas noté ça. Bon, en vrai, ça dépendait des sessions, hein. Ça dépendait des sessions, mais bon, pas bon. Bon, ouais, et de toute façon, les choses sérieuses commencent samedi. Je vous remets les horaires en fin de live sur la dernière diapo. Bon, très bien. Je m'étais même pas rendu compte de ça. Bon, on passe plus rapidement, on se dirige un petit peu plus vers la fin du live avec la F4 Emirati. C'est un championnat que j'avais adoré suivre l'an dernier. Rappelez-vous, on avait eu, enfin, j'ai repartagé une vidéo sur ça récemment sur Twitter. On avait eu des batailles de fous furieux entre Freddy Slater, donc Freddy Slater, futur champion de F4 italienne, entre Enzo Dellini, entre Degen Fairclough, futur champion de F4 britannique, entre Kino Lazari, futur vice-champion de F4 espagnol, entre Jules Caranta, notre pilote français. On avait eu des batailles de fous furieux. C'était génial, la grille 2024 était géniale. Il y avait tout le monde, c'était super. Et là, bah, c'est un peu la grille de la honte, je suis d'accord. Je suis d'accord que là, c'est énorme glowdown. En fait, ça s'explique d'une très bonne façon. Tout simplement, il y a une alternative moins chère qui arrive, beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche, les Formula Winter Series. Voilà, c'est Formula Winter Series qui sont en Espagne et bah pourquoi aller jusqu'au Moyen-Orient, ça bah oui, pourquoi. Donc voilà, il y a beaucoup moins d'équipes engagées, beaucoup plus de pilotes avec très très peu de références. Voilà, donc évidemment, il y a un gigantesque favori qui est Kin Nakamura Berta, donc chez Mumbai Falcons by Prema, qui est le vice-champion en titre, lâché par Alpine malgré une. Alors, c'était une très bonne saison aux Émirats Arabes Unis, mais ensuite ça a été plus compliqué en F4 italienne. Mais voilà, il sera ultra favori, surtout que voilà, ses coéquipiers, pour Prema, ça reste franchement très faible. Alors, il y a quand même Alexander Bondarev qui peut être assez intéressant, pilote ukrainien qui roule pour l'instant sous licence italienne. Je ne sais pas si ça va rester comme ça longtemps, mais c'est un pilote ukrainien qui a gagné énormément de choses en karting jusqu'en 2023. Et saison 2024 très 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 compliquée. Et petit à petit, on se demande si son talent en karting ne va pas se transposer en monoplace. C'est un jeune pilote Williams. Voilà, ça va être sa première saison complète en monoplace. Mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de signes rassurants concernant Alexander Bondarev. Chose intéressante par contre, il y a Sébastien Weldon, le fils de Dan Weldon, du regretté Dan Weldon, qui a été troisième du SF Junior, donc qui va faire ses débuts en Europe. Donc l'USF Junior, c'est la 5e division du Road to Indy, des formules de promotion à l'IndyCar. Sébastien Weldon arrive en Europe chez Prema. Il y a moyen de faire une belle histoire. Il y a moyen de faire vraiment une belle histoire. Je pense ça jouera devant. Il a déjà une victoire en F4 UAE Trophy. C'était un mini championnat de fin d'année dernière. Voilà, il y a moyen que ça joue de très belles choses, Sébastien Weldon. Et puis voilà, l'histoire serait très belle. Stolz Hermanis, excellent pilote de karting, mais pour l'instant, ok en F4. Ça sera sa deuxième année. Et on a aussi des pilotes, malheureusement des pilotes payants, tout simplement. Des pilotes payants chez Prema, avec Salim Hanna, qui est un pilote colombien, richement soutenu. Arjun Cheda. Alors, c'est marrant, parce que j'ai suivi la F4 France toute l'année. Vous savez que j'ai une affection particulière pour les pilotes indiens. Quand il a été annoncé la part Prema, j'ai quasiment oublié que ce gars avait fait toute la saison de F4 France. Puisque ce gars a fait 24e, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Arjun Cheda va chez Prema, je ne sais pas pourquoi. On a aussi Shi Zhenhui, pilote chinois,
fils du directeur de DJI, donc qui font les drones notamment. Voilà, comme je l'ai dit sur Twitter, sur Blue Sky, voilà, il y a peut-être un moyen de lens troll chinois. Hein. Il y a peut-être un moyen de faire un lens troll 2.0 avec le papa qui investirait énormément pour la carrière de son fils et pour potentiellement racheter des équipes. Ça a déjà commencé avec l'équipe MP Motorsport en FRECA qui a été rachetée et qui devient CL Motorsport cette année. À voir ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai quand même l'impression qu'il y a moins de talent que Lance Stroll. Alors, évidemment, ça fait rire quand je dis ça, puisqu'on se dit Lance Stroll, bah, il est nul et tout, machin. Il est nul pour un pilote de F1, mais ça reste un excellent pilote quand même. C'est juste que, voilà, au bout de 8 saisons en F1, on a fait le tour. Voilà, on va voir, mais j'ai quand même l'impression que voilà, il n'a pas autant de talent que Lance Stroll. Voilà, il y a d'autres pilotes à surveiller, style Hamda Al-Kubaisi, qui va continuer à exploser son record de course en F4, qui se compte en, je sais pas, 150, 160. Attendez, Hamda Al-Kubaisi, elle a commencé la... Attendez, puisque là, ça commence à dater, hein, Hamda Al-Kubaisi, puisqu'elle faisait déjà la F4 Emirati en 2020, hein, quelque chose comme ça. Hein. Elle a débuté avant Andrea Kimi Antonelli, je pense. Hein. Alors, première course de F4 en 2019. Bah attendez. Première course de F4, c'était la F4 italienne en 2019. Elle a donc, elle a donc commencé en même temps que... alors, elle n'a pas commencé en même temps, mais... Je veux dire, elle s'est battue avec Auger, Petekov, Aron, Belov, Stanek. C'est d'une... Enfin, je veux dire, oui, voilà, depuis Antonelli, Berman, etc., ils ont débuté en F4 et ils sont arrivés en F1 depuis, quoi. Fun fact, était sur le podium lors de la seule victoire de Fornaroli. Ah purée, c'est marrant, parce qu'en plus je me souviens de cette course, et il n'y avait pas eu d'événement paranormal non plus, quoi. Elle a roulé contre Piastri, c'est exceptionnel. Mais il n'y avait pas eu d'événement paranormal, on avait juste l'impression que c'était le rythme pur, et c'est pour ça qu'il y avait eu des espoirs sur Hamda Al-Kubaisi à un moment, mais que bah, depuis elle n'a pas confirmé, puisque bah, depuis elle est en F4, quoi. Enfin bon, voilà, ça va être ça. Une 5e, 6e, 7e année en F4. C'est fort, quoi. C'est fort. Bon, voilà, de Al-Kubaisi, on n'en attend pas grand-chose. Renault Francot, peut-être un pilote néerlandais à surveiller. Voilà. Voilà, je ne le mettrai pas spécialement super haut. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est deux pilotes de chez RS. Car là encore, l'équipe française pourrait jouer les troubles faites chez Prema. Enfin, face à Prema. Oui, oh purée, oui, Natoon28, oui, qui fait bien de le souligner. La communication de la F1 Academy, qui a félicité Hamda Al-Kubaisi, qui après 2 saisons de F1 Academy, où elle a fait 3e et 5e, félicitations à Hamda Al-Kubaisi qui a été promu en F4 Moyen-Orient. Car bien sûr, le but de la F1 Academy, c'est de promouvoir les pilotes pour monter en F4 Moyen-Orient. Évidemment, ça a toujours été l'objectif clairement assumé de la F1 Academy, c'est pas du tout un constat d'échec, bien sûr. Et alors, avant de passer à RS, je ne connais absolument pas le nom que tu me sors, Homero. Kyu Lee, crack du karting coréen. Ok, bah je note le nom. Je note le nom et on va voir ce que ça va donner. Et ok. Ok, très bien, je note le nom. Champion du monde OKN. Ouais, après OKN, c'est pas les cracks des cracks, mais ça reste quand même un titre international, donc ok. Non, ce qui est intéressant chez RS, c'est qu'il y a deux pilotes que voilà, il y a un vrai potentiel. Il y a Alex Powell, qui est un jeune pilote Mercedes, qui redouble, qui a une année d'expérience, qui a été 5e de F4 italienne et champion rookie, et donc qui va descendre en quelque sorte chez Prema, puisque normalement Prema c'est censé être la référence, et RS c'est censé être voilà, une équipe de milieu de tableau qui joue les points occasionnellement. Là, RS va avoir des top pilotes avec Alex Powell et aussi le très sous-coté Emanuele Olivieri qui a glané quelques points pour AKM, qui est là par contre l'une des pires équipes du championnat en F4 italienne. Et là, il va avoir sa chance de se montrer dans un team vraiment décent, dans un team vraiment bon. Il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire. Et d'ailleurs, les essais de pré-saison sont allés dans ce sens-là avec Powell et Olivieri qui ont vraiment joué les premières places. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et voilà, Olivieri, c'est vraiment un pilote qui n'a pas beaucoup de budget, qui n'a pas beaucoup de soutien. Et
il y a moyen que ça fasse une très belle surprise. Il y a moyen que ça soit la très belle histoire du championnat. Puisqu'on le voit, voilà, lors des essais de pré-saison, donc c'est un peu comme j'ai dit, un Nakamura Berta en tête. Ensuite, on a Weldon, Powell, Olivieri. Et voilà quoi, hein, voilà. Alors, attends, alors, Homero, pour l'instant, on va se calmer sur Tuoli, hein, qui est pour l'instant 23e des essais. Ça reste des essais, je sais. Ça reste des essais, mais bon, on verra ce que ça donne. En attendant, jeudi, demain, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et vendredi, on aura juste les essais libres. Les choses sérieuses vont commencer vraiment à débuter samedi avec les essais libres officiels pendant la matinée, puis ensuite les qualifications et la première course qui aura lieu samedi. Et on va streamer la course 1 et 3. Alors la course 3 sur la course 1, j'espère, voilà, s'il n'y a pas de mauvaise surprise dans le planning de mon week-end, normalement, on va streamer la course 1 de Formule Régionale Moyen-Orient. Et voilà, on espère de belles choses. On espère de belles choses pour nos pilotes français, Enzo Dellini, Evan Gilbert et au final, nos 3 pilotes français qui courront ce week-end en Formule Régionale Moyen-Orient. Je publierai les horaires dans la journée de... Enfin, je ferai une capture d'écran et je publierai ça dans la journée de jeudi sur Twitter et sur Blue Sky, ne vous en faites pas. Et écoutez, sur ce, on va pouvoir se quitter. Ça fait plaisir d'avoir fait un petit live un peu chill comme ça, puisque les derniers lives, quand même, il y a eu pas mal d'invités, il y a eu Delini, il y a eu Steven Hayden, etc. Là, c'était un live un peu plus chill, ça faisait plaisir de vous retrouver un peu seul à seul. Premier live classique, on va dire, pour lancer cette année. Ça va être une belle saison 2025 et j'espère que ça va commencer en beauté pour nos pilotes français, tout simplement. Et écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout, on se retrouvera samedi et dimanche pour suivre ensemble les courses 1 et 3 de Formule Régionale Moyen-Orient en espérant tout le meilleur pour nos Français. En attendant, passez à tous une excellente suite de semaine, une excellente soirée. On se dit à très bientôt sur Twitter, sur Twitch, sur Insta, sur YouTube, sur Blue Sky, sur partout. Allez, bye bye, salut.